Bonjour, aujourd'hui nous allons corriger ensemble le sujet du BTS-OL opticien lunetier en optique géométrique et physique de 2013. Donc dans ce sujet, on étudie un microscope. Donc moi, pour commencer, quand je lis l'énoncé, je commence toujours par prendre des notes sur ma feuille de brouillon qui pourront m'aider par la suite. Donc j'aime bien commencer par une chaîne d'images. Donc ici, il me dit que ce microscope est formé d'un objectif, qui est une lentille mince L1, dont les foyers principaux sont F1 et F1'. Son grandissement, donc soit on le note GY1 ou gamma 1, est égal à 40. Mais petit rappel, quand on vous donne les caractéristiques d'un microscope, le grandissement transversal de l'objectif vous sera toujours donné en valeur absolue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une valeur sans signe. Ensuite, il vous donne l'ouverture numérique. Et par la suite, on a un oculaire qui, lui, est formé par un doublet de lentilles minces. Et là, s'il vous plaît, attention dans toute la suite, quand vous allez appliquer les formules du doublet de lentilles minces, il faudra bien faire attention que ce doublet est formé par des lentilles L2 et L3. Si vous nous mettez les formules classiques avec L1 et L2, parce que d'habitude dans les cours on met L1 et L2, là vous risquez de perdre des points. Donc ce doublet est de symbole 3, 2, 1. Donc là, vu que c'est frais dans ma tête, je me dis si le symbole c'est 3, 2, 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la distance focale image de la première lentille f'2 c'est 3A, où A c'est le paramètre du doublet. L'épaisseur sur l'axe, ça va être 2A, et la distance focale image de la deuxième lentille, c'est-à-dire f'3, est égale à A. Il me donne le grossissement commercial de l'oculaire, qu'il a noté GC-OC, c'est 10. L'intervalle optique, c'est-à-dire la distance entre le foyer image de l'objectif et le foyer objet de l'oculaire, c'est 180 mm. Ok, la mise au point, ok, tatati tatata. Il me donne la chaîne d'images, cool. Donc l'image intermédiaire, c'est A1, B1. Il me dit que le diaphragme d'ouverture du microscope, donc il le note DO, alors lui est placé dans le plan focal image de l'objectif. Ça veut dire quoi? Donc sur l'axe, mon diaphragme d'ouverture, lui, il est confondu avec le foyer image de l'objectif F', donc qu'il a appelé ici F'1. Donc faites attention aussi aux notations. Tatati, donc son rayon, c'est pas son diamètre, donc faites attention. Le rayon est de 2,9 mm. Et il vous dit, on suppose que l'œil vise à l'infini sans accommodation. Ok, donc à votre avis, quand on utilise un microscope, où est-ce qu'on va placer l'œil? Après le microscope, du coup, qu'est-ce que je vise, moi? Je vise AB, mais ce que moi je regarde, c'est A'B'. Donc c'est ça ce que l'observateur voit. Donc ça veut dire quoi? Si la mise au point est faite à l'infini, ça veut dire que A'B', lui, est à l'infini. Ok, donc si par rapport au microscope, l'image est formée à l'infini, c'est que l'objet, lui, AB, est sur le foyer objet du microscope. Je vais le noter comme ça. Et s'il vous plaît, venez pas me mettre que l'image étant formée à l'infini, l'objet est à l'infini. Soyez logique, c'est un microscope. Un microscope, il ne sert pas à regarder la Lune. Un microscope sert à regarder un objet qui est très rapproché et très petit. Donc, le microscope ne peut pas être un instrument à focale. C'est impossible, ça n'existe pas. Ou sinon, votre microscope est cassé. Donc, si A'B' est à l'infini, par rapport au microscope, l'objet, lui, il est sur le foyer objet du microscope. Maintenant, si par rapport pardon, à mon instrument A'B' est à l'infini, j'ouvre mon microscope, il y a l'oculaire et l'objectif. Donc si par rapport à l'oculaire A'B' est à l'infini, c'est que A1B1 est formé sur le foyer objet de l'oculaire. N'oubliez pas les crochets. Pourquoi? Parce que sur ma chaîne d'image, ici, j'ai mis A1B1. Et donc ce sont deux points, dont un qui est B1 en dehors de l'axe.
Donc A1, B1 est confondu avec le plan focal objet de l'oculaire. Et puis je m'arrête là. Donc ensuite, il m'a donné la limite de résolution, sympa. Et donc maintenant, je vais à la partie 1, étude du microscope, et je fais la partie objectif. Remarque très importante, s'il vous plaît, sur vos copies, n'oubliez pas, à chaque fois que vous écrivez une réponse, de mettre le numéro de la question qui correspond. Si vous mettez 1 et que vous mettez une réponse qui est correcte, mais qui a été demandée dans 1,3, vous n'aurez pas les points. Dans 1,1, je veux la réponse, préciser la valeur algébrique du grandissement gamma 1 de l'objectif. Je ne veux pas d'autres trucs. Donc, rappelez-vous tout à l'heure, on avait dit que dans un microscope, l'objectif est un instrument qui est très convergent, qui permet d'un tout petit objet, qui permet de donner une image qui est beaucoup plus agrandie, mais qui est renversée. Donc, ça veut dire quoi? Donc, on va dire l'objectif d'un microscope donne une image très agrandie et renversée. Ça, c'est un truc de première année. Si une image est renversée, c'est que le grandissement transversal est négatif. Donc, dans un microscope, le grandissement transversal de l'objectif sera toujours négatif. Ça veut dire quoi ici? Que mon gamma 1, vu qu'il a noté gamma 1, soit vous faites comme moi, vous lui écrivez GY1 égale gamma 1, ou vous travaillez avec gamma 1 égale moins 40. Et rappelez-vous, un grandissement ou un grossissement, c'est le rapport de deux entités, de deux valeurs de même grandeur. Donc, ça veut dire que c'est sans unité. Mettez pas d'unité au grandissement et grossissement, s'il vous plaît. Ok, on a répondu à 1,1, on passe à 1,2, et donc j'écris bien que c'est la question 1,2. Donnez l'expression de gamma 1 en fonction de la distance focale f1' de l'objectif et de l'intervalle optique delta du microscope. Ouh là là là, j'arrive pas à me rappeler. Donc je fais quoi? Là, ce que je vais vous écrire, là j'ai bougé un peu, et je vais vous écrire comment je réfléchis pour trouver. Je me dis, là, franchement, j'ai pas de formule qui me vient à la tête. Je fais quoi? Je reviens au basique. Gamma 1, c'est le grandissement. Le grandissement, c'est le rapport entre la taille de l'image et la taille de l'objet. Ok, ça c'est la définition. Ouais, ça m'aide pas beaucoup. Passons aux formules. Là, j'ai deux choix. J'ai soit Descartes, soit Newton. Alors, la formule pour Newton me dit la position de l'objet, la position de l'image par rapport au centre optique, donc L1, divisé par la position de l'objet par rapport au même centre optique. Alors, lui, il veut en fonction de la distance focale image. Bah non, en fait, là, ici, Descartes, je lui dis, bah, tu me sers à rien. Donc, je pense à Newton. Newton, il me fait quoi? Newton, pareil, c'est la même définition, mais c'est une formule qui, en fonction des distances focales image ou objet, et dans les positions de l'objet et de l'image, sont données par rapport au foyer. Lui, il veut une formule dans laquelle il y a la distance focale image. Donc, je vais utiliser la distance focale image et le foyer image. La formule de Newton pour le grandissement me dit la position de l'image par rapport au foyer image divisé par la distance focale image et le tout multiplié par un moins. Ça, c'est la formule de Newton pour le grandissement. Ok, si je reviens maintenant à ma chaîne d'images, rappelez-vous, je vous ai dit, ça va me servir. L'image A1 sur l'axe est confondue avec qui? Avec F-OC. Ok, donc je viens ici, je réécris mon moins, mon F1', et j'ai F1', F-OC. Ok, regardons nos données. Oh, ne serait-ce pas F1', F-OC ici? Et c'est quoi? C'est l'intervalle optique. Eh ben, je me rends compte que maintenant, j'ai répondu à sa question. Donc, je reviens ici, je lui dis, le grandissement transversal, qui n'est autre que la taille de l'image sur la taille de l'objet,
est égal à, donc je réécris ma formule de tout à l'heure, F1' à 1 divisé par F1', ok? Donc, d'après la formule de Newton, rappelez-vous ce que j'ai écrit en haut à gauche, c'est ma feuille de brouillon. Donc, je lui rappelle, ici, je peux réécrire la chaîne d'images. Je lui dis A'B' à l'infini par rapport à l'oculaire et par rapport à l'objectif. Écrit, pardon, A, hop, A1. Je vais effacer le B', mais ça va rien. Hop, simplifiant les choses. Donc, ça, c'est sur Foc. Et donc, ici, hop, pardon, je lui dis alors gamma 1 égale moins F1' Foc divisé par F1' égale moins delta, l'intervalle optique, sur F1'. Ai-je répondu à sa question? Donner l'expression de gamma 1 en fonction de la distance focale image F1' de l'objectif et de l'intervalle optique. Youpi, j'ai répondu à la première partie. Donc, s'il vous plaît, avant de passer à la question suivante, relisez toujours la question. Faites attention que vous avez bien répondu à la question en totalité. Pardon. Donc, la suite de la question, c'est en déduire la valeur de la distance focale F1'. Donc, ici, on fait un produit en croix. Donc, F1' égale moins delta, l'intervalle optique, sur gamma 1. Delta, d'après l'énoncé, c'est 180 mm, donc moins 180, hop, divisé par gamma, donc on avait dit que c'était moins 40. Et donc ainsi, on trouve 4,5 mm. Et voilà, D'accord, donc, ensuite, la question 1,3. Alors, attendez, je vais juste déplacer ça. Oups. Alors, la question 1,3, il me dit l'objectif ne fonctionne pas dans les conditions de Gauss. Ouh là là, avant d'avancer, je reviens à ma feuille de brouillon. Alors, c'est quoi les conditions de Gauss? Pareil, vous voyez, tout ça, c'est des notions de première année. Alors, les conditions de Gauss, pardon, il me dit que pour que mon système puisse fonctionner, que toutes les lois là qu'on a présentées et tout puissent tenir la route, il faut que les rayons incidents par rapport à mon système optique, donc je prends un système centré, H et H'. Donc, dans les conditions de Gauss, on dit que lorsqu'on a un point lumineux A, donc pour que l'image d'un point à travers le système optique soit un point, il faut que tous les rayons incidents soient inclinés par rapport à l'axe optique d'un angle qui est inférieur à 10 degrés. Ok, donc ça, ce sont les conditions de Gauss. Sauf que lui, il vient me dire que, en fait, l'objectif ne fonctionne pas dans les conditions de Gauss. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les rayons incidents font un angle qui est supérieur à 10 degrés. Ok? Expliquez la signification de cette affirmation. On va lui dire, je vais écrire ici. N'oubliez pas le numéro de la question. On va lui dire c'est quoi la condition de Gauss. Condition de Gauss. L'angle d'incidence des rayons incidents par rapport à l'axe optique. Il faut toujours un repère. Sont plus petits que 10 degrés. Ok. Sauf que, donc, lui, il me demande juste d'expliquer cette signification. Donc, je vais lui dire, ça veut dire quoi? Que dans notre cas, les rayons incidents, pardon,
forme avec l'axe optique un angle supérieur à 10. À 10 degrés, bien sûr. Ok, question d'après, il nous dit, hop, quelles données indiquées dans la fiche fournie avec le microscope confirment cette affirmation? Ok, donc ça veut dire que dans la fiche ici, ce que je dois chercher, bah, c'est un angle. Regardant la fiche, c'est pas un angle. Ah, ouverture numérique. Ok, j'ai une ouverture numérique, n sinus u, qui est égale à 0,65. N étant l'indice du milieu optique, sinus u, en fait, c'est sinus u. U, c'est quoi? C'est l'angle de l'ouverture numérique. Bah, c'est quoi exactement? Faisons un petit schéma pour expliquer ça. Alors, je vais lui faire un schéma pour lui et pour vous aussi. Alors, je prends un truc très schématique un peu de mon système actuel. Donc, j'ai un axe optique. Je représente ma lentille, L1. Donc, il m'a parlé d'un diaphragme d'ouverture qui était sur le foyer objet de mon objectif, qu'on a appelé F'1. Hop. Je le représente. Ça, c'est mon diaphragme d'ouverture. Et donc, si j'ai un objet A sur l'axe optique, donc un point lumineux, il envoie des rayons lumineux sur mon objectif qui vont traverser le diaphragme d'ouverture. Bien sûr, c'est pas très symétrique tout ça, c'est pas très joli, c'est juste schématique. Hop. Et qui va me donner une image ici A1 qui est sur FOC. Eh bien, tout simplement, chers amis, ça, donc les rayons lumineux qui traversent mon objectif et qui recouvrent mon diaphragme d'ouverture, oui, mon écriture ne s'est pas améliorée. Donc, c'est ce qu'on appelle tout simplement l'ouverture numérique. Donc, U, l'angle, on dit qu'il représente la demi-ouverture du faisceau utile. Ça, ce faisceau-là, c'est ce qu'on appelle le faisceau utile, parce que c'est celui qui recouvre le diaphragme d'ouverture. Et donc, ici, mon U, c'est justement, il représente la demi-ouverture du faisceau utile. Donc, qu'est-ce que je vais lui dire ici? Je vais lui dire, alors, l'ouverture numérique, qui m'a donné tout à l'heure, c'était n sinus u égale 0,65. Sauf que moi, je suis en train de faire l'étude dans l'air. Donc, ça veut dire quoi? Dans l'air, le n est égal à 1. Donc, je vais obtenir sinus u égale 0,65. Moi, ce que je veux, c'est l'angle u. Pour l'obtenir, je dois faire sinus moins 1. Ou arc sinus, vous notez comme vous voulez. J'utilise ma calculatrice, tatati tatata, et donc je trouve 40,5 degrés. Donc faites attention quand vous utilisez vos calculatrices d'être en degrés et pas en radians. Bah, voici mon angle, il est de 40,5. Sauf que je viens de dire que pour que les conditions de Gauss soient respectées, faudrait que les rayons incidents fassent avec l'axe optique un angle plus petit que 10. Bah, je viens de prouver que ce n'est pas le cas. Pardon. Toutes mes excuses. Je viens de prouver que, bah non, puisque mon ouverture numérique est de 0,65, mon angle, donc pour l'ouverture, rappelez-vous, la demi-ouverture du faisceau utile, qui recouvre mon diaphragme d'ouverture, est égal à 40,5 degrés, donc c'est supérieur à 10 degrés. Donc je viens de lui prouver que les conditions de Gauss ne fonctionnent pas dans notre système. Et voilà. Alors, partie 1 finie, on va passer à la partie 2, l'oculaire. Donc, et honnêtement, à part cette question-là, la partie 1, c'était principalement sur des notions de première année. Donc, que vous devriez connaître quand même, mais connaître aussi les propriétés du microscope. Mais on a utilisé pas mal de notions et de choses qu'on voit en première année. Donc, n'oubliez pas de réviser vos propriétés, donc vos cours de première année. Passons à la partie 2, l'oculaire. Il me dit,
Calculer la puissance intrinsèque de l'oculaire. Donc, je note le numéro de la question. La puissance intrinsèque, c'est PIOC. OK. Qu'est-ce que j'ai dans mes données qui me permettrait de trouver PIOC? Donc, cherchant dans ma tête déjà, en même temps, tatati, ah bah j'ai le grossissement commercial. Donc, si je me souviens de ma formule, la puissance intrinsèque est égale à 4 fois le grossissement commercial, et ici de l'oculaire. Cool. Donc, ça me fait 4 fois 10. Oups. Oui, c'est un 4. Bon, je vais essayer de faire comme dit ma fille. Voilà, 4. Voilà, il est moche. Fois 10 égale 40. Mais j'y arrive pas, c'est un réflexe. 40 dioptries. Moi, je le trouve moche. Voilà, j'espère que ça vous plaît. N'oubliez pas l'unité, s'il vous plaît, surtout pour la puissance. C'est 40 dioptries, on met bien les dioptries. Donc, attendez, je suis tête en l'air, je vais relire la question pour être sûr que j'ai bien répondu. Calculer la puissance intrinsèque de l'oculaire, ok. Ah, oui. Et vérifier que sa distance focale image, f'(oc) est égale à 25. C'est quoi déjà? Ah oui, 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 rappelez-vous. Dans les conditions intrinsèques, la puissance devient égale à la puissance intrinsèque. Et la puissance intrinsèque est égale à quoi? À la vergence de votre système. Vu que c'est une étude qui se fait dans l'air et pas dans l'eau, je ne vois pas quelqu'un utiliser un microscope dans l'eau, mais bon, c'est pas grave. Donc, ça veut dire quoi? Que la vergence est égale à l'inverse de la distance focale image de l'oculaire. Et donc, si l'on ne veut plus écrire, f'(oc) égale l'inverse de PIOC. Oh là là, mais qu'est-ce que t'as? Hop, PIOC, 1 sur 40. Alors, le jour de l'examen, s'il vous plaît, faites pas de calcul de tête. Utilisez la calculatrice, c'est une valeur sûre. Donc, l'inverse de 40, c'est 0,025 mètres, puisque c'est l'inverse des dioptries. Les dioptries, c'est des inverses de mètres. Dans l'inverse des dioptries, c'est des mètres. Et donc, pareil, utilisez la calculatrice. Rappelez-vous, 1 mètre égale 1000 mm. Donc, on a bien f' oculaire égale 25 mm. Cool. J'ai répondu à toute la question. Parfait. 2. En déduire le paramètre A exprimé en millimètres, je ne sens pas, il vous rappelle, de l'oculaire. Donc ça, c'est la première question. Alors moi, généralement, quand je réponds aux questions, pour être sûr que j'ai tout fait, à chaque fois, je fais ça. J'ai répondu à celle-là. Ensuite, hop, ou je surligne, ou je barre, je fais des trucs. Donc là, j'en suis à déduire le paramètre. OK? On fait comment? On a f'(oc) pour un doublé de l'antimince. Donc, c'est le produit des distances focales image du doublé divisé par la somme moins l'épaisseur sur l'axe. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit au tout début. Ici, les lentilles de l'oculaire s'appellent f'2 et f'3. Donc, faites attention aux notations. Et hop. Donc, ici, on va faire attention. On va bien écrire. C'est f'2 fois f'3 divisé par la somme f'2 plus f'3 moins l'épaisseur sur l'axe. Donc là, le symbole, c'était 3, 2, 1. On avait écrit tout à l'heure que c'était 3a fois a divisé par 3a plus a moins 2a. 3a fois a, ça donne 3a au carré. 3a plus a, c'est 4a, moins 2a, ça fait 2a. Hop, je simplifie par les a, en haut et en bas. Ça me donne 3a sur 2, en d'autres termes, ça donne 1, 5a. Sauf que nous, on vient de trouver que f'(oc) est égal à 25 mm. Donc, ça me permet de dire que 1, 5a égale 25. Donc, a est égal à 25 sur 1,5. Et donc, j'utilise ma calculatrice et je trouve 16,67 mm. N'oubliez pas, s'il vous plaît, l'unité. Sinon, on risque de perdre des points, ce serait dommage.
Le reste de la question, il me dit quoi? Il me dit vérifier que le paramètre, vérifier que la première lentille L2 de l'oculaire a pour distance focale image f'2 égale 25. Donc, on va vérifier ça. Ça veut dire quoi? Donc, au moins, il m'a donné quelque chose pour vérifier. Sympa. Donc, moi, j'aime bien mettre des trucs comme ça. En fait, mieux votre copie, mieux organisée elle est, mieux votre correcteur sera en de bonnes conditions pour être plus sympa, plus indulgent. Si votre copie ressemble à un brouillon, il ne fera aucun effort. Donc faites-vous l'effort pour que votre copie soit bien structurée et bien présentée. Donc, ici, on va faire f'2, c'est égal à 3a. Donc c'est 3 fois 16, 67, donc c'est le 6. Et on trouve bien, hop, 50 mm. Sympa. Puis calculer la distance focale f'3. Donc pareil, on va faire f'3. Il ne veut pas se le styler ce soir. f'3 égale a. Donc c'est 16,67. Et puis l'épaisseur sur l'axe, c'est 2a. Et donc c'est 33,33 mm. Cool. Sympa. Ensuite, donc moi, je me surligner ça pour me dire ok, j'ai répondu à tout. Je passe à 2, 3. Déterminer les grandeurs algébriques. Donc, en d'autres termes, une demande de calculer les positions des éléments cardinaux. L de H hoc, donc rappelez-vous la formule, c'est l'épaisseur sur l'axe fois la distance focale image de l'oculaire, donc du doublé, divisé par la distance focale image f'3. Je remplace, donc j'ai 33,33 fois 25 sur 16,66. Donc ça fait 2 fois 25, ça fait 50 mm. Je répète, faites pas les calculs de tête. Utilisez la calculatrice, c'est une valeur sûre. Alors ensuite, on a L2 F hoc. Donc pour H hoc, c'est toujours une formule. Pour L2 F hoc, c'est un châle. L2 H hoc plus H hoc F hoc. Alors L2 H hoc, on a trouvé 50. Et je vous rappelle que H hoc F hoc, c'est la distance focale objet de l'oculaire qui est égale à moins la distance focale image, donc moins 25. Donc on trouve 25 mm. Ensuite, on a L3 H' hoc, c'est égal à moins l'épaisseur sur l'axe fois F' oculaire sur F'2. Je remplace. Donc F'2, c'était 50. Donc 25 sur 50, ça fait 1,5, donc ça fait moins 16,67 mm. Et ensuite, on a L3 F' oculaire, c'est un châle. L3 H' oculaire plus H' hoc F' hoc. Donc on a trouvé moins 16,67. Et H' hoc F' hoc, c'est la distance focale image du doublé, donc plus 25. Et la calculatrice me donne 8,33 mm. Et voilà, cool. Donc, je vais surligner pour dire j'y ai répondu, c'est bon. Maintenant, il ne demande pas la construction. Yes. Bon, honnêtement, c'est une mine de points. Je ferai une autre vidéo sur la construction des éléments cardinaux. Là, il me dit les deux lentilles L2 et L3 sont réalisées dans le même matériau. Sympa. Vérifier que l'oculaire est achromatique. En fait, dans le chapitre oculaire, on dit que pour qu'un doublé de lentille mince, donc l'oculaire, soit achromatique, apparent, il faut que d'un point, donc on va lui dire d'une part, L2 et L3 sont donc faites dans le même matériau. D'autre part,
Pour vérifier qu'un doublé est bien achromatique, il faut vérifier que la somme des distances focales, donc ici f'2 et f'3, donc la somme des distances focales des lentilles formant cet oculaire. Donc on va la calculer, donc c'est 50 plus 16, 67. C'est égal à 66,66 mm ou 67. Ça, si vous remarquez, c'est 2 fois E, 2 fois l'épaisseur. Et donc, ça prouve bien que notre doublé, donc notre oculaire, est bien achromatique apparent. Ça, franchement, c'est des points gratuits, hein, des points assez faciles à avoir. 2.5, l'oculaire est-il positif ou négatif? Alors, pour vérifier, on doit faire quoi? On doit regarder le foyer objet de notre oculaire, donc sa position. Donc, on a L de FE qu'on a calculé dans la question de 3. On a trouvé que c'était égal à plus 25. On s'en fiche de la valeur, c'est le signe ici. C'est positif. Ça veut dire quoi? Que l'oculaire, il est après L2. Pardon, que le foyer objet, donc c'est un foyer objet hein, de l'oculaire, est virtuel, puisque c'est un objet, c'est un foyer objet, mais qui est dans l'espace image. Donc il est virtuel. Et quand le foyer objet de l'oculaire est virtuel, ça veut dire que votre oculaire est négatif. Donc dans le cas contraire, si vous aviez trouvé que L de FO était négatif, ça aurait voulu dire que le foyer objet serait réel, puisqu'il serait dans le milieu objet. Et donc dans ce cas-là, il serait donc réel, et donc l'oculaire, lui, serait positif. Et voilà. Alors pour maintenant, dans cette vidéo, je vais m'arrêter là, et dans une autre vidéo, je vais reprendre la suite du sujet.